Salut, c'est Alexis et aujourd'hui je reviens 2 ans plus tard pour vous faire mon petit essai à vie de la KLE après 2 ans de roulage. Déjà dans un premier temps, il faut savoir que je me suis vraiment éclaté avec la moto pendant 2 ans et c'est une moto que j'avais achetée sans trop connaître le modèle, sans trop connaître même le monde des trails à l'époque. Je voulais juste une moto simple, rustique et potentiellement utilisable en permis A2 sans bridage. Et au final, je me suis vraiment trouvé une petite passion pour cette moto. Elle m'a vraiment éclaté pendant 2 ans et j'en garde un super souvenir. Au niveau du moteur et de la mécanique, j'ai vraiment eu aucun souci pendant ces 20 000 km en faisant les vidanges à temps. La moto, elle boit pas d'eau, elle boit pas d'huile et j'ai jamais eu besoin de refaire d'appoint d'huile entre 2 vidanges en faisant bien les vidanges tous les 6 000 km. Et franchement, même on peut voir au niveau de l'état du moteur qu'il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de suintement, à part la réfection des carbus que j'ai fait à l'achat avec kit de joint et puis réfection complète. C'est vrai que le moteur il est quand même super sain pour son âge et franchement je roule avec et je fais des longues distances les yeux fermés et j'ai entièrement confiance en ce moteur. Au niveau de la conso, en vrai moi je suis sur une moyenne de 6 litres au 100 à peu près, sachant que j'ai une utilisation principalement ville et montagne. Donc en fait avant d'attaquer la réserve il y a 12 litres et avec 12 litres je fais vraiment pile poil 200 km. Ça m'est arrivé de faire plus dans des régions un peu plus plates où je suis monté à 220-230 km avant d'attaquer la réserve. Et j'ai déjà fait aussi pas mal moins, j'ai déjà fait 170-180 km avant d'attaquer la réserve sur des grosses routes de montagne ou en tournant à la poignée droite un peu plus que d'habitude on va dire. Mais franchement ça reste quand même assez correct. Après il faut bien faire attention que le réservoir est petit en fait, c'est un de ses défauts je trouve. Et à 15 litres réserve compris, sur des road trips ou des trucs comme ça, il faut vraiment quand même prévoir ses stations essence. Dans le premier essai, je disais que le freinage n'était pas terrible dans mes souvenirs et c'est vrai qu'au final, moi j'ai fait refaire les freins avant, les freins arrière. Ça va un petit peu mieux. Après, ça reste quand même une des faiblesses de cette moto, je trouve. Après, c'était déjà avéré à l'époque, même dans les essais presse, que les gens avaient l'air de dire que son freinage était pas terrible de ce que j'ai lu. Je me suis jamais fait peur à cause de ça en 2 ans. Faut juste être quand même humble avec la moto et savoir que c'est pas vraiment une moto faite pour coller au cul des autres et que s'il y a besoin de freiner d'urgence, ça risque de poser des problèmes. Mais sinon, je me suis jamais fait peur à cause de ça et j'ai jamais fait l'astuce de mettre des étriers de SV6,5 qui sont soi-disant beaucoup mieux et plug and play. J'ai jamais vraiment ressenti le besoin de le faire. Donc en vrai ça va, même en duo. En roulant peinard, de toute façon c'est une moto qui est faite pour rouler peinard. Même en duo, moi j'ai trouvé que ça allait à partir du moment où on connaît cette faiblesse quoi. Au niveau des accessoires, comme vous pouvez le voir, moi j'ai monté des crash bars SW Motec parce que au final la moto m'a pas mal servi en off-road et elle est jamais tombée avec les crash bars donc tant mieux, mais ça aide quand même on va dire et puis ça lui donne une petite gueule sympa. C'est assez facile à monter du moment qu'on est aidé par quelqu'un ou qu'on est assez habile de ses mains on va dire. Mais franchement ça lui donne un look sympa et puis ça donne quand même une certaine sécurité pour les carénages et qui sont pas super faciles à trouver. Après j'ai installé un sabot aussi de la marque Motoboxer. Donc sabot alu renforcé 3 mm si je dis pas de bêtises, qui est déjà beaucoup plus joli que le sabot d'origine et en plus qui est beaucoup plus costaud parce que moi le sabot d'origine au bout de ma 2e ou 3e sortie off-road j'ai passé une pierre à travers alors que je roulais même pas comme un fou. Enfin il est vraiment pas solide alors que celui-là avant qu'il casse celui-là je pense qu'il y a un peu de marge. Alors j'ai changé les clignotants aussi, j'ai mis des petits clignotants LED un peu plus discrets que les clignotants. Moi c'était même pas les clignotants d'origine qu'il y avait dessus mais ils étaient complètement morts. Et à l'arrière ils sont assez discrets puis ils sont plutôt sympas. Le problème de ça c'est que vu que c'est une centrale clignotant LED, faudrait vérifier sur d'autres peut-être, mais en tout cas moi j'ai pas le rappel des clignotants au compteur donc faut vraiment faire attention de pas oublier ces clignotants. Bon après c'est un réflexe à prendre. Et sinon j'ai installé une petite horloge qui donne aussi la température extérieure que j'ai dû payer 2,50 € sur AliExpress je crois et qui se met pile poil au-dessus du Neyman donc c'est plutôt pratique et ça rend bien service on va dire. J'ai aussi installé ce petit top case de chez JV. Donc le modèle c'est un B36 Bold si je dis pas de bêtises et au final je le trouve plutôt pratique parce qu'il est pas trop gros, il dépasse pas trop puis même si un top case c'est pas très joli, je trouve qu'il fait pas horrible sur la moto et il est bien costaud parce que j'en ai fait vivre un petit peu et
Et il est toujours là, il pose pas de problème. Alors j'ai fait pas mal de off-road avec la moto, comme vous pouvez le voir dans certaines de mes vidéos de la chaîne. Et c'est vrai qu'elle est quand même assez surprenante en off-road parce que même si à la base elle n'était pas vraiment conçue pour ça, mais le fait qu'elle soit assez fine, qu'elle ait des petits pneus et que le moteur soit agréable à utiliser, bah franchement je me suis pas souvent retrouvé dans des situations où je passais pas avec les copains et tout. La garde au sol est pas trop mal. Après il faut quand même être conscient que c'est une moto avec des suspensions à l'ancienne assez molles qui se tassent pas mal. Mais vraiment pour une moto mixte route chemin, elle est vraiment géniale. Je me suis éclaté sur des pistes. Bon, j'ai jamais fait d'enduro trop complexe non plus parce que déjà j'ai pas le niveau et puis qu'elle est pas non plus faite pour ça. Mais vraiment, elle est assez surprenante et je pense que elle mérite sa place en off-road à côté des Transalpes et compagnie. Sinon, pour résumer, c'est vraiment, je pense, un choix qui est sympa et c'est une moto qui mériterait d'être un peu plus mis en avant parce que au final quand pas mal de gens l'essayent, tout le monde la trouve vraiment sympa. Le moteur donc qui vient du GPZ 500 et de l'ER5, on se demande pourquoi il a été mis dans cette moto parce que c'est vrai qu'il est un peu moins coupleux que les Transalpes ou les Africa Twin parce que ça reste un petit 500. Par contre elle est vraiment délire sur route, le moteur il prend ses tours, elle fait le 0 à 100 en je sais plus trop combien, mais je vous mets la vidéo tout de suite. C'est vraiment une moto sur laquelle on peut compter. Moi, j'ai jamais eu peur de la casse, j'ai jamais eu peur de problèmes mécaniques. Et elle a vraiment rempli, elle a vraiment fait son job et c'était de belles années avec cette moto. Si je peux citer un défaut quand même qui pour moi est un petit peu contraignant, c'est que je trouve que la moto a vraiment du mal avec l'altitude. Alors il paraît que c'est quand même quelque chose d'assez commun avec les motos à carbu, mais j'ai l'impression que celle-là peut-être un peu plus que les autres. Malgré que j'ai fait refaire les carbus et que j'ai changé le filtre à air, je trouve que passer les 1500 mètres d'altitude, elle commence vraiment à avoir du mal à aspirer de l'air et elle broute un peu. Alors, c'est pas handicapant parce que j'ai quand même réussi à faire par exemple le col du Parpaillon qui est à 2700 mètres d'altitude et je suis arrivé en haut. Mais voilà, faut vraiment être conscient qu'à passer 1500 mètres, elle commence vraiment à perdre pas mal de puissance. Et peut-être que charger à bloc avec des valises ou quelque chose comme ça peut devenir assez contraignant. Alors faudrait avoir l'avis d'autres gens qui ont des KLE de ces premières générations parce qu'il me semble qu'au fur et à mesure des années, des réglages de carburation en usine ont changé et ça a peut-être un peu amélioré les choses. Mais vraiment, c'est mon avis là-dessus, c'est que c'est pas handicapant, mais elle a quand même plus toutes ses aptitudes passer une certaine altitude, quoi. Au niveau du confort, je pensais que la selle elle serait pas top et que j'allais la changer et finalement la selle est vraiment pas mal. Bon, de tout ce qu'on m'a dit, malheureusement pour le conducteur, le passager est mieux loti en termes de quantité de mousse. Alors je sais pas si c'est qu'elle est plus affaissée avec le temps, mais le passager a l'air d'être mieux installé que le conducteur. Mais vraiment moi j'ai déjà fait des 6-7 heures de route non-stop avec la selle d'origine et finalement ça va, je m'attendais à quelque chose de plus complexe que ça. Et au final j'ai carrément abandonné le projet de changer pour une selle confort parce qu'elle reste très correcte la selle. Les petites améliorations toutes bêtes, j'ai demandé à mon mécano de m'installer un petit système de fortune avec un patin en caoutchouc à côté de la pédale de frein parce que les ingénieurs de chez Kawasaki ont eu la bonne idée de mettre le carter d'embrayage juste à côté de la pédale de frein et bon nombre de gens ont éclaté leur carter d'embrayage après une chute parce que la pédale de frein est venue péter le carter. Donc là, on va pas dire que ça sauve complètement le truc, mais pour une petite chute bête, à mon avis, le petit patin en caoutchouc, il peut rendre service dans ce genre de cas. Bon, je pense que j'ai à peu près fait le tour des points les plus importants sur cette moto. Moi franchement je la conseille à tous les jeunes permis ou même plus vieux permis qui ont envie d'un petit trail sympa qui commence à coter un peu mais qui coûte encore pas trop cher. Moi je me suis régalé avec pendant 2 ans. Maintenant elle est en vente, donc je mettrai le lien dans la description. Je passe sur un TDM 850, donc plus de off-road, mais quelque chose d'un petit peu plus gros et maintenant que j'ai passé ma passerelle. Je vais garder un super souvenir de la KLE et franchement je pense que c'est clairement une moto qui mérite
qui mérite un peu plus de visibilité quand même parce qu'elle est drôle, le moteur marche bien, c'est vraiment... Je suis allé tous les matins au boulot avec pendant 2 ans quasiment et c'est vraiment le genre de moto qui met la banane dès le réveil et tous les bruits, toutes les odeurs, toutes les vibrations du matin, c'est vraiment une moto typique conception années 80-90 et on est en plein dedans là, c'est simple, c'est rustique, c'est drôle, ça tombe jamais en panne, ça fait chier personne, ça pollue un petit peu mais ça c'est pas très grave. Mais ouais, franchement, la KLE 500, moi après 2 ans et quasiment 20 000 km, je valide à 200% et j'espère que cette vidéo aidera le choix des potentiels futurs acheteurs d'une KLE, peut-être de la mienne, qui sait. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mon compte Insta, c'est le même que le nom de ma chaîne YouTube, donc si vous voulez m'envoyer des questions ou pour des avis, des trucs comme ça, n'hésitez pas. Voilà, à plus et je pense que les prochaines vidéos elles seront avec autre chose qu'une KLE 500 avec un petit TDM 850 et puis on continuera de faire des petites vidéos sympas. Allez, à plus!